soir, unanimité chez les chefs en campagne pour condamner les manifestations anti-vaccins devant des hôpitaux au pays. Le ministre sortant, Mark Miller, répond à nos questions. Nomination partisane des juges, la sortie du livre de Jody Wilson-Raybould, l'appui du premier ministre François Legault aux conservateurs. On analyse les dossiers chauds de cette dernière semaine de campagne avec Geneviève et Daniel. Et un débat sur la place de la culture dans cette élection. Alain Saunier, professeur à l'Université de Montréal, et Jérôme Payette de l'Association des professionnels de l'édition musicale sont avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. À une semaine, jour pour jour du vote, les chefs des différents partis ont visité des circonscriptions où la lutte s'annonce serrée au pays. En Gaspésie, d'abord, le chef du Bloc québécois a dénoncé les nominations partisanes des juges par les libéraux. Des médias révélaient vendredi que la ministre du Revenu et candidate dans Gaspésie-les-Îles, Diane Leboutillier, aurait favorisé la nomination d'un de ses contributeurs au détriment d'une autre candidature plus chaudement recommandée. Et François Blanchette propose de créer un comité non partisan à la Chambre des communes pour s'assurer un processus neutre de nomination des juges. À Sioux-Lookout, en Ontario, le chef du NPD a dénoncé le bilan de Justin Trudeau, notamment en matière de prix des logements, d'environnement et relativement à l'eau potable chez les Premières Nations. Jagmeet Singh a aussi fait campagne dans la Première Nation Nesgantaga, sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau depuis plus de 25 ans. À Carp, près d'Ottawa, le chef conservateur a dévoilé son plan pour venir en aide aux jeunes familles. Erin O'Toole propose d'améliorer les programmes de congés de maternité et de paternité pour permettre aux nouveaux parents de gagner jusqu'à 1 000 $ par mois sans que le gouvernement leur retire leurs prestations d'assurance-emploi. Pendant ce temps, à Vancouver, le chef libéral a annoncé une série de mesures pour protéger les travailleurs de la santé et les patients qui seraient intimidés par des manifestations anti-vaccins comme celle d'aujourd'hui. Justin Trudeau promet notamment d'ériger en infraction le fait d'obstruer le passage vers des hôpitaux, des centres de vaccination et des cliniques d'avortement et d'intimider les travailleurs de la santé. Dans un pays comme le Canada, où on est profondément là les uns pour les autres comme valeurs profondes, de devoir dire de façon explicite que non, vous ne devriez pas être en train de faire peur à des infirmières pendant qu'elles vont faire leur travail. On ne devrait pas pouvoir cracher ou crier après des médecins qui sont en train de rentrer pour sauver des vies. Mais on est là et on va le faire parce que, en tant que Canadiens, on doit toujours être là les uns pour les autres. Et à l'instar de Justin Trudeau, tous les chefs des partis unanimement ont jugé inacceptable ce genre de comportement. Là-dessus, je retrouve Mark Miller, qui est ministre sortant des Services aux Autochtones. Bonsoir, M. Miller. Bonsoir, Esther. D'abord, sur cette annonce de votre chef aujourd'hui, M. Trudeau veut rendre illégal le fait de bloquer les accès à des hôpitaux par des manifestants anti-vaccins, entre autres. Est-ce que ça vous étonne, vous, qu'on en soit rendu là, à vouloir sévir à ce stade de la pandémie? Je pense que ça étonne tout le monde. On sait que depuis 18 mois et plus, il y a des chirurgies qui ont été annulées pour cause de COVID. Et là, on voit qu'il y a des niaiseux qui sont en train de bloquer l'entrée aux hôpitaux. Là, je pense que le premier ministre a dit clairement, assez, c'est assez. Et ce comportement qui empêche les gens qui essaient de nous garder tous en vie, en sécurité, une chose qu'on fait et sur laquelle on est axé depuis 18 mois, je pense que tout le monde trouve ça frustrant. Puis oui, évidemment, je pense que tout le monde est étonné qu'on en soit rendu là, mais vraiment, il faut qu'on s'assume. Et ce comportement, il ne devrait jamais être toléré, surtout pour les gens qui nous gardent la santé. Maintenant, je vais m'adresser au ministre sortant des Services aux Autochtones. Je vais vous entendre sur l'attaque du NPD qui a dénoncé aujourd'hui ce qu'il qualifie de promesse vide, je le cite, là, de la part des libéraux en matière d'accès à l'eau potable pour les Premières Nations. Est-ce que les libéraux ont failli à leurs promesses envers les Autochtones, comme le prétend le chef du NPD? Oui, ça relève un peu du ridicule. Même les gens qui regardent ça de façon ici de temps en temps, on sait les milliards que le gouvernement a investis pour fermer le gouffre socio-économique qui perdure entre les peuples autochtones et non autochtones. C'est du travail d'arrache-pied que n'importe quel gouvernement qui prétend être en place le 20 septembre devrait s'engager.
rappelons pour vos auditeurs qu'en 2015, il y avait 105 communautés sur des avis d'évolution à long terme. On en a levé 109. Ça, c'est tout un accomplissement avec des investissements, du travail d'arrache-pied avec les communautés en tant que telles. Évidemment, il y a eu je vous dis que dans un pays comme le Canada, c'est inacceptable. Bon, ça, vous dites que c'est inacceptable. Rien s'est passé, ça relève du ridicule. Puis je pense que les politiciens, on devrait se méfier des politiciens qui rentrent dans les communautés autochtones et qui disent que tout est misérable. C'est pas vrai, ça. Il y a beaucoup qui a changé, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits, il y a du travail à faire. Justement, mais là, c'est un peu ridicule. M. Singh faisait justement campagne aujourd'hui sur une réserve autochtone du nord de l'Ontario qui est sous le coup d'un avis d'ébullition de l'eau depuis plus de 25 ans. Comment, quand même, on peut expliquer ça aujourd'hui? Je ne peux présenter aucune excuse à vos auditeurs qui seraient crédibles. Neskantaga, c'est une communauté avec laquelle je travaille. Ils ont dû évacuer, comme vous vous en souvenez, il y a une couple de mois. La condition de rapatrier la communauté, c'était que l'usine produisait de l'eau potable. Elle en produit, mais la communauté qui prend la décision de lever l'avis d'ébullition à long terme n'a pas décidé de le prendre. Il y a beaucoup de raisons derrière ça, puis je pourrais aller dans les détails. Ça prend des engagements, ça prend du travail du gouvernement. Il y a une nouvelle usine, un nouveau système à concurrence de 16 millions qui a été installé, qui fonctionne, qui produit de l'eau potable, mais là, la communauté n'a pas décidé de lever l'avis à long terme. Et pour cause, il y a beaucoup d'hésitations dans la communauté quant à l'eau potable. Ça fait un quart de siècle qu'ils n'ont pas d'eau potable. Il y a une génération de gens qui ont grandi sans eau potable. Alors, qu'est-ce que ça prend? Des investissements accrus dans l'extension du système, des engagements que j'ai faits, des engagements pour que des gens locaux de la place puissent opérer un système avec fierté. On a fait cet engagement et on continuera de le faire. C'est une des communautés où il reste beaucoup à faire, mais l'engagement, c'est un engagement que j'ai fait de façon écrite au chef sortant et au chef entrant, et on continuera de le faire. Okay. J'espère que n'importe quel gouvernement le fera aussi. Le temps file, M. Miller. Je vais vous entendre sur d'autres sujets, notamment sur la sortie du livre demain de votre ex-collègue Jody Wilson-Raybould, donc en pleine campagne électorale. Livre dans lequel elle laisse entendre que Justin Trudeau lui a demandé de mentir dans l'affaire SNC-Lavalin. M. Trudeau a nié. Quel impact, quand même, ça pourrait avoir, ce livre, sur la dernière semaine de votre campagne, les libéraux? Bof, aucune idée. Madame Wilson-Raybould, vous savez, c'est une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime. Le premier ministre l'a dit très clairement, il n'a pas de mentir, je crois, et même Madame Wilson-Raybould en commission a dit haut et fort qu'on n'était pas en situation d'illégalité. Alors, oui, je me gratte le crâne un peu à cette affirmation qu'elle a faite, mais j'ai pas de réponse pour vous. Quant à l'impact sur la campagne, je l'ignore. J'entends très peu de ça au Québec, dans mon comté. Sachez que cette affaire, c'était sur un fond assez tiède de Québec bashing, mais c'est quelque chose dont je n'entends pas parler. Vous êtes député du Québec, M. Miller. Vous faites campagne sur le terrain au Québec. Je veux vous entendre aussi sur ce que vous pensez, en fait, de la sortie du premier ministre François Legault ces derniers jours, qui s'est montré en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur. Est-ce que ça vient nuire à votre campagne sur le terrain au Québec? Je ne le crois pas. Évidemment, M. Legault, comme Québécois, a bien droit à son opinion. Ça me surprend un peu parce que d'habitude, c'est quelqu'un qui parle d'ingérence et voilà que quelqu'un forme une opinion sur le Parti conservateur dont les valeurs ne sont pas reflétées au Québec, notamment sur le droit des femmes, sur les armes à feu. On fête le 15e anniversaire de la fusillade à Dawson et voilà que M. O'Toole sort avec des affirmations fausses et gratuites sans présenter ses excuses le lendemain. Ça me choque, mais d'abord et avant tout, ça choque les Québécois. Je faisais du porte-à-porte dans Hochelaga. J'ai rencontré une très charmante vieille dame qui m'a dit qu'elle votait libérale parce qu'elle est libre de penser. Et puis, on sait vers qui c'était dirigé comme commentaire. Donc, je me fie à elle et je me fie à tous les Québécois le 20 septembre. On va vous laisser à votre porte-à-porte, Marc Miller. Je rappelle que vous êtes ministre sortant des Services aux Autochtones et candidat aussi dans Ville-Marie, le Sud-Ouest, Île des Sœurs, dans la région métropolitaine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous remercie, Esther. Au revoir.
On entre donc dans le dernier droit de la campagne électorale et on le voit, les attaques sont de plus en plus virulentes. Je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On va commencer sur cette attaque du Bloc québécois envers les libéraux, le Bloc qui a ramené aujourd'hui cette affaire de nomination partisane de juges. On reproche donc à la ministre sortante, Diane Leboutillier, d'avoir imposé la candidature d'un orateur du Parti libéral en son comté. Les conservateurs qui réclament donc une enquête du commissaire à l'éthique. Geneviève, d'abord, quel impact ça pourra avoir sur le reste de la campagne des libéraux? Je suis pas convaincue que ça va avoir un gros impact au Canada, ça veut dire pour l'ensemble de la campagne, mais très certainement dans cette région-là. Madame Leboutillier a gagné de justesse en 2019 son comté, et donc la lutte est très, très, très serrée, et je comprends le Bloc d'attaquer. Puis la question de l'éthique, ça colle tellement aux libéraux, alors beaucoup de gens vont peut-être encore une fois, une question de comportement répréhensible et donc ça pourrait jouer. Ceci étant dit, Mme Leboutillier est quand même ministre, alors ça aussi, ça peut être un autre facteur qui pourrait faire que certains électeurs diraient non, on va quand même voter pour elle, mais effectivement, les libéraux auraient pu s'en passer, puis le Bloc, ben oui, c'est un bon argument, c'est un bon outil pour eux là, pour essayer d'attaquer les libéraux. Oui, parce que Mme Leboutillier, il faut le dire, avait gagné par à peine plus de 600 voix de majorité à l'élection de 2019. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est un enjeu qui va surtout affecter l'élection dans un comté, mais chaque comté compte, justement. Et donc, Mme Leboutillier, je pense qu'elle doit vraiment redoubler d'efforts si elle veut être réélue. Et c'est une occasion en or pour le Bloc. Donc, c'est à suivre, mais je ne pense pas que ça a un impact à l'extérieur du Québec et même au Québec en général, au-delà de la Gaspésie, je ne sais pas si ça va vraiment avoir le temps de vraiment influencer la course, parce que c'est quand même tard aussi là, pour avoir cette affaire-là, pour en parler là, moins d'une semaine avant le vote. Journée finale. Oui, c'est ça. Donc, un impact assez limité. Une autre attaque sur le fond de l'éthique pour les libéraux. Il y a l'ex-ministre de la Justice, Josée Wilson-Raybould, qui publie un livre demain. Un livre dans lequel elle écrit que Justin Trudeau lui a demandé de mentir dans l'affaire SNC-Lavalin. M. Trudeau, évidemment, a nié. Mais Geneviève, jusqu'à quel point, quand même, c'est embarrassant pour M. Trudeau que de revoir comme ça Jody Wilson-Raybould à 6 jours du vote? C'est très embarrassant parce que ça rappelle SNC-Lavalin, on n'en avait pas beaucoup parlé pendant cette élection-là, mais ça avait duré monopolisé la couverture médiatique pendant plusieurs mois, il y a 2-3 ans. Ça touche aussi les questions autochtones parce que beaucoup font un parallèle. Non, ben oui, vous dites que vous voulez aider les communautés autochtones, mais vous mettez dehors votre ministre autochtone. Donc oui, ça fait mal paraître Justin Trudeau. Maintenant, est-ce que ça va changer le vote? J'ai l'impression que ça va davantage camper les gens dans leur position parce qu'on n'apprend pas des choses nouvelles. C'est toujours une question d'interprétation. Est-ce que Justin Trudeau a forcé sa ministre de la Justice à agir d'une certaine façon? M. Trudeau dit non, Mme Wilson-Raybould dit oui, puis ça, c'est depuis le tout début de la controverse. Donc, je pense que ça va plus camper les gens. Ceux qui étaient déjà du côté de Mme Wilson-Raybould vont l'être encore. Puis ceux qui étaient du côté de Justin Trudeau, c'est un peu plus au Québec, ça, vont l'être encore. Donc, polariser davantage, mais changer la dynamique. Je suis pas convaincue, enfin pas encore. Là, on verra demain avec la publication. Oui, c'est ça, parce que c'est publié demain, ce livre. Daniel, je vais revenir avec vous sur le débat en anglais de jeudi soir, cette question de la modératrice au chef du Bloc québécois et de son amalgame entre la loi 21 et 96. Évidemment, ça a fait beaucoup réagir. Il y a certains observateurs qui jugent que ça a contribué à relancer finalement la campagne du Bloc québécois, qui faisait quand même du surplace jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Je suis d'accord avec ces observateurs-là. Je pense que le Bloc vraiment n'avait pas connu une très bonne campagne durant les premières semaines. Là, il y avait la question du troisième lien. On cherchait un peu c'était quoi aussi l'enjeu identitaire qui pourrait vraiment raviver la flamme pour le Bloc. Et puis, cette question-là de la modératrice là, du débat anglophone, ça a vraiment fouetté les troupes bloquistes et évidemment le chef. Et puis, j'ai l'impression que ça pourrait aider le Bloc, que ça pourrait leur permettre au moins de conserver les sièges qu'ils ont, peut-être d'en gagner plus. Parce que dans les sondages, quand même, le Bloc n'a pas fait si bien que ça durant la campagne. On va voir là, au cours des prochains jours si vraiment elle gagne plus et plus de terrain. Mais c'était vraiment un cadeau pour le Bloc, cette question, sur le plan politique et stratégique. Et ils vont l'utiliser à plein jusqu'au 20 septembre. Geneviève, est-ce que vous avez la même lecture?
Oui, tout à fait la même lecture. Le Bloc avait de la difficulté à faire parler de lui, à part de, si vous voulez un gouvernement minoritaire, le Bloc sera là pour être le chien de garde et tout ça. Mais effectivement, les questions identitaires étaient complètement évacuées de cette élection-là. Et ça a été vraiment une occasion inespérée pour M. Blanchette parce que oui, effectivement, ça peut rallier justement le Québec derrière son parti et pouvoir avoir des répercussions sur le résultat du vote. Je pense qu'on est encore plus près d'un terrain minoritaire maintenant si le Bloc montre qu'on l'était peut-être il y a quelque temps avant le débat des chefs. Donc, ça pourrait vraiment avoir des conséquences sur le vote du 20 septembre. L'autre sortie dont on a beaucoup parlé au Québec ces derniers jours, évidemment, c'est celle du premier ministre François Legault, qui reproche aux libéraux, au NPD, aux Verts également, d'être trop interventionnistes dans leur programme. Il dit avoir une préférence pour un gouvernement minoritaire conservateur. Daniel, c'est extrêmement rare qu'un premier ministre du Québec s'ingère comme ça dans une campagne fédérale. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est rare, mais il faut se souvenir du Duplessis en 1958, qui était vraiment, qui avait soutenu Diefenbaker, René Lévesque en 84 avec Brian Mulroney, Bourassa en 88 avec encore Mulroney. Je pense que c'est pas nouveau en tant que tel, mais sur l'impact dans la campagne. C'est que c'était vraiment très dramatique comme sortie. Et aussi, c'est qu'il appuie, en fait, implicitement, un parti qui est en 3e place dans les sondages. Donc, c'est risqué quand même comme pari pour M. Legault, parce que les chances que les libéraux reviennent au pouvoir avec un gouvernement minoritaire sont quand même assez élevées. Donc, si ça ne fonctionne pas, certainement, il ne s'est pas fait un ami en Justin Trudeau. Bon, ça ne veut pas dire qu'il s'aimait avant, là, mais certainement, s'il perd son pari et que les libéraux reviennent au pouvoir, ça peut affecter un peu, réduire ou même éliminer cette aura d'invincibilité de François Legault, même si, évidemment, il est très en avance dans les sondages au Québec. Si les Québécois décident de ne pas voter en masse pour les conservateurs, ça veut dire que François Legault, on ne l'écoute pas toujours et ça pourrait avoir des répercussions même au Québec. Sur son élection à lui l'an prochain. Geneviève, on dit que ça pourrait peut-être nuire au Bloc québécois et incidemment favoriser les libéraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, j'aurais sans doute dit oui. Quand est-ce que ça a été dit? Mercredi ou jeudi? Ouais, jeudi midi. Oui, jeudi midi, je vous aurais sans doute dit oui. Puis là, vendredi matin, après le débat des chefs, j'ai l'impression que c'est la question qui a été posée à Yves-François Blanchette qui prend toute la place et qui a comme un peu mis de côté cette question-là, ce qui va peut-être aider M. Legault à se faire oublier parce que ça a été mal reçu. Puis je suis pas sûre que ça aurait changé tant que ça, le vote. Oui, ça aurait pu aider un peu les conservateurs, mais en même temps, peut-être que d'autres se seraient braqués et dire on va peut-être voter libéral et pas Bloc parce que justement, on veut pas les conservateurs. Et donc, toute cette notion de vote stratégique qui commence à être dans la tête des électeurs pour dire si je peux pas avoir mon premier choix, ça serait quoi le choix que je veux éviter, par exemple. Donc, mais de façon globale, je dirais oui, c'est quand même assez surprenant la sortie de M. Legault. Puis je me demandais comment ça sert le Québec, comment ça sert le premier ministre. Je pense qu'il aurait été mieux servi de dire je préfère un gouvernement minoritaire que de dire minoritaire conservateur, parce qu'effectivement, comme disait le Daniel, si c'est les libéraux qui gagnent, il va devoir travailler avec Justin Trudeau après. Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt du Québec? Puis probablement que beaucoup d'électeurs se sont posé cette question-là aussi. Oui, donc peut-être une sortie risquée à suivre. Geneviève et Daniel, merci beaucoup à vous deux. Bonne fin de campagne. On se reparle bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Et quelle est la place de la culture dans la campagne électorale? CEPAC a diffusé aujourd'hui sur son site Internet un débat pour mettre en lumière les engagements des principaux partis en matière culturelle. 5 candidats sont venus partager leur vision. Le débat a été organisé autour de 4 grands thèmes, mais c'est le projet de loi C10, mort au feuilleton avec le déclenchement des élections, qui a surtout retenu l'attention. Le ministre sortant du patrimoine, Stephen Guilbeault, a reproché aux conservateurs d'avoir voulu faire peur à la population en affirmant que la loi aurait permis au CRTC de faire de la censure. Voici un extrait. Alors, cette idée-là que le CRTC allait commencer à décider si mon beau-père pouvait publier ses vidéos de chats, c'est un mensonge. Le projet de loi ne prévoyait pas donner ces pouvoirs-là au CRTC. Le CRTC ne peut pas faire ce genre de choses. Il doit respecter la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, c'est une fabrication du Parti conservateur et tous les partis de ce côté-ci de la pièce ont reconnu que ce que les conservateurs avançaient, c'était de la fabulation, voire de la manipulation.
Sur ce, je retrouve Alain Saunier, qui est professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal et ancien directeur de l'information de Radio-Canada, et Jérôme Payette, qui est directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Avant de parler du projet de loi C10 comme tel, j'aimerais vous entendre d'abord de façon générale sur la place de la culture jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale. Bon, la culture, on sait, c'est important, c'est un levier économique majeur au pays. On estime que ça représente environ 2,7 % du PIB canadien, donc vraiment, c'est pas rien. Alain Saunier d'abord, est-ce que vous trouvez que la culture a pris assez de place dans la campagne électorale au pays? Évidemment, non. C'est la raison pour laquelle on a organisé ce débat, parce que, à mon point de vue, c'est toujours un peu comme l'enfant pauvre dans toutes les campagnes électorales qui nous ont précédé celle-ci. Or, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y a des questions comme l'environnement qui sont vraiment des éléments majeurs d'une campagne électorale, la santé avec la pandémie, mais la culture, dans un contexte de pandémie, il faut savoir qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le milieu culturel, qui ont perdu leur job, qui ont été obligés de se redéfinir une orientation de carrière parce que ça n'allait pas bien pour eux. Et pendant ce temps-là, on a eu les géants numériques qui ont engrangé des profits records, comme Amazon, je pense que c'est 38 % d'augmentation durant la période de la pandémie. Alors, je pense que ça méritait qu'on en parle de la culture davantage. Jérôme Payette, votre avis là-dessus? Bien, je suis d'accord avec M. Saunier. Notre secteur est vraiment durement impacté. Tout ce qui est les arts vivants en particulier, les pertes d'emplois majeures, les baisses de revenus, il y a eu des réorientations, des dépressions, tout ça. Puis, en même temps, le rôle social de notre culture, on n'en parle pas assez, mais ça fait du bien. Puis ça fait du bien nos artistes, nos productions culturelles pendant cette pandémie-là. Puis ça, on dirait qu'on l'a oublié puis qu'on n'y porte pas assez attention. Oui. Sur le fameux projet de loi C10, bon, on le sait, C10 est mort au feuilleton avec le déclenchement des élections. C'est un projet de loi qui a causé beaucoup de controverses, notamment à cause des craintes de censure qui ont été soulevées par les conservateurs. On l'a entendu, d'ailleurs, c'est revenu aujourd'hui durant le débat que vous avez organisé. Alain Saunier, quel est votre avis justement sur les craintes des conservateurs sur la possible censure par le CRTC? Moi, j'ai comme l'impression que les conservateurs, là-dessus, font fausse route. Pourquoi? Parce que quand ils parlent de liberté d'expression qui aurait pu être attaquée parce que, par exemple, on empêcherait les gens de pouvoir s'autoproduire sur YouTube et sur d'autres réseaux, ils font fausse route. Pourquoi? Parce que YouTube, ce n'est pas un petit joueur dans tout ça. Et puis, il faut avoir une certaine forme d'organisation pour ordonner, pour réguler cet univers-là. Et le malheur veut que les conservateurs ont décidé qu'ils allaient avoir une attitude plus libertarienne, si on veut, qu'autre chose. Donc, malheureusement, ça a créé les retards qu'on a connus dans la discussion de ce projet de loi-là, qui malheureusement est mort au feuilleton. Oui, Jérôme Payette, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des critiques des conservateurs? Et aussi, on peut se demander si les libéraux auraient pu mieux expliquer leur projet de loi dès le départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est certain que le projet de loi aurait pu être mieux expliqué. C'est des sujets complexes. Par contre, et même le ministre Guilbeault a admis que le projet de loi avait besoin d'être bonifié en cours de route. C'est ce qu'ils ont fait. Mais sur la position des conservateurs, je voudrais qu'il est temps qu'on ait des discussions sérieuses là-dessus. Il y a eu un énoncé concernant la charte qui a été donné par le ministre de la Justice disant qu'il n'y avait aucun problème. Écoutez, pour le secteur des arts de la culture, la liberté d'expression, là, c'est fondamental. Donc, penser qu'on voudrait censurer les Canadiens est vraiment absurde quant à moi. Puis, il y a des gens il y a de la partisanerie, il y a de l'idéologie là-dedans, mais pour nous, c'est vraiment fondamental que les entreprises comme YouTube soient incluses dans la loi sur la radiodiffusion, parce qu'il faut comprendre que si on exclut le principal diffuseur de musique en ligne au Canada, YouTube, bien, ça va être difficile de demander des choses à ses concurrents que sont Spotify et Apple Music, et même par effet de domino, ça va être difficile de maintenir la réglementation actuelle dans les radios qui ont des exigences de mettre en valeur notre musique avec des quotas et tout ça. Donc, c'est tout le secteur qui pourrait être déréglementé. Donc, il y a aussi une mauvaise connaissance des enjeux, j'ai l'impression, sur ce point-là du côté des conservateurs. Oui, parce que, bon, justement, une des questions qui a été soulevée aujourd'hui lors du débat, c'est comment s'assurer de conserver une souveraineté culturelle avec des plateformes étrangères de plus en plus puissantes. Alain Saunier, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, des réponses des différents candidats là-dessus?
C'est-à-dire que la souveraineté culturelle, ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé au Québec, si on se reprend il y a une trentaine d'années. Mais il y a même le Parti libéral au pouvoir avait abordé cette question-là déjà il y a quelques décennies maintenant. La souveraineté culturelle du Canada, la souveraineté culturelle de nos productions à nous, elle doit être affirmée. Puis à l'heure actuelle, ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les géants numériques qui décident de qu'est-ce qui doit être écouté, lu, vu, regardé. Alors, de ce point de vue-là, il faut absolument que les politiques gouvernementales nous permettent de faire en sorte qu'on va soutenir notre production culturelle et une question d'équité entre les géants numériques, les superpuissances numériques, faut-il le rappeler, américaines, et puis les compagnies canadiennes. Donc, les deux doivent être placés sur un même pied d'égalité. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Et puis, les conservateurs, à mon point de vue, ont fait une mauvaise lecture de la situation. Oui. Le secteur culturel, Alain Saunier le disait d'entrée de jeu, a été parmi les plus durement frappés par la pandémie. Jérôme Payette, justement, qu'est-ce qui devrait être fait pour assurer la relance du secteur culturel post-pandémie, selon vous? Ce à quoi on doit s'attaquer exactement? Dans l'immédiat, faut maintenir les programmes d'urgence parce que malheureusement, on en a encore besoin. Mais malheureusement, on ne sait pas encore combien de temps la pandémie va durer, puis les mesures qui affectent le spectacle aussi, combien de temps ça va durer. Donc, on a besoin aussi de s'assurer d'avoir d'autres sources de revenus pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Puis ça passe par la mise à jour de la loi sur le droit d'auteur, puis la mise à jour de la loi sur la radiodiffusion. Il faut être dans un environnement dans lequel on réussit à rejoindre le public et à générer des revenus puis de manière pérenne et durable. Ouais. Pour ce qui est justement du soutien économique aux artistes, même l'ensemble du secteur culturel réclamait la révision des lois sur la radiodiffusion et le droit d'auteur pour s'assurer un meilleur soutien économique finalement. Alain Saunier, comment s'assurer que nos artistes et créateurs reçoivent justement de meilleures compensations pour leur travail, selon vous? D'abord, c'est la reconnaissance de leurs droits, les droits d'auteur. C'est aussi, ça a été évoqué ça dans le débat aujourd'hui. J'ai trouvé ça assez intéressant. Beaucoup de gens ont commencé à parler d'une réforme de l'assurance-emploi pour permettre aux travailleurs autonomes de pouvoir bénéficier d'une certaine forme de soutien dans des moments difficiles comme ceux auxquels on a été confrontés depuis la dernière année et demie. Alors donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une multitude de choses qui peuvent être faites, mais comme le disait Jérôme, il faut absolument qu'on tienne compte d'un facteur, c'est que la pandémie n'est sans doute pas terminée. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais j'ai comme l'impression qu'on va étirer ça encore un certain temps. Pendant ce temps-là, nos artistes, nos créateurs n'ont pas le temps d'attendre. Il faut absolument qu'on puisse les soutenir. Et puis, j'espère que la loi sur la radiodiffusion, on ne va pas perdre encore une autre année. J'espère qu'on va pouvoir la remettre à l'horaire de la Chambre des communes pour qu'on puisse aider rapidement. Jérôme Payette, justement, je vais terminer avec vous là-dessus parce qu'on s'enligne pour peut-être avoir un autre gouvernement minoritaire. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec C10 si justement on se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire le soir du 20 septembre prochain? C'est difficile de répondre à votre question, mais je dirais tous les partis se sont engagés à réviser, et même les conservateurs. Mais les conservateurs ont une approche assez différente, beaucoup axée sur l'argent, et ils écrivent quand même qu'ils veulent déréglementer le secteur et d'alléger les fardeaux réglementaires des radiodiffuseurs au niveau du CRTC. Donc, ça, c'est préoccupant pour nous. Donc, ça ne serait pas la même chose si c'était un gouvernement minoritaire. Alain Saunier, professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal, et Jérôme Payette, directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Très apprécié. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce 30e jour de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.